Alors attention, car nous nous attaquons aujourd'hui à un gros morceau de l'univers de Chucky. Qui aurait pu croire à l'époque que Chucky aurait un enfant? Un personnage très populaire auprès des fans, malgré qu'il n'apparaisse réellement que dans un film et une saison, et que son histoire semble close à la fin de celle-ci. Mais pour tout ce qu'il représente, vous comprendrez pourquoi JJ est aussi apprécié, pourquoi il est très complexe d'en parler en détail, et je préviens d'avance que je vais probablement oublier des choses, désolé pour ça, et pourquoi il est aussi important dans le lore de Chucky. Alors, ne perdons pas de temps. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Hi, I'm Chucky. Wanna play? I'm Chucky. Wanna play? Play with this. Apparaissant pour la première fois à la toute fin de La fiancée de Chucky, Glenn et Glenda ne seront introduits réellement que dans la suite Le fils de Chucky, sorti en 2004. Arrêtons-nous d'ailleurs sur ce titre français absolument fainéant, car il insinue dès le début au spectateur que le personnage est un garçon, alors que vous verrez, ou probablement vous le savez déjà, que les choses ne sont pas aussi binaires pour lui ou elle, lui-elle. Je préfère presque le titre québécois Génération de Chucky, mais passons. Pendant très longtemps, le film restera le seul où on pouvait les voir, étant également dû au grand espacement entre la sortie des derniers films, qui étaient sortis uniquement en DVD et VOD et qui devaient être au départ plus indépendants et axés horreur. Cependant, en 2022, les personnages font leur grand retour dans la saison 2 des Aventures du Brave Gars. Commençons alors par le plus évident, un résumé de la vie de Glenn et Glenda dans la saga. Je préfère le dire si vous êtes assez au clair avec cette partie de résumé, que vous connaissez déjà bien les personnages. Voici un timecode pour qu'on aborde directement la deuxième partie, on va plus rentrer dans l'analyse du personnage. Ok, Glenn apparaît à la toute fin de La fiancée de Chucky. Sortant du ventre de sa défunte mère au milieu du cimetière de Hackensack, le bébé est retrouvé par un détective qui se fera immédiatement tuer par celui-ci. On y voit déjà les pulsions meurtrières de la poupée. Elle est récupérée par Psyche, un ventriloque qui va l'élever pendant 6 ans. À eux deux, ils deviennent célèbres en Grande-Bretagne par leur numéro de ventriloquie Psyche et Shitface, qui est le nom peu flatteur de Glenn. Les conditions de vie ne sont pas terribles pour la jeune poupée, vivant dans une cage et étant moquée par son partenaire. Il est important de noter que Glenn a depuis toujours une crise existentielle due à sa quête pour trouver ses parents et aux nombreux cauchemars le mettant en scène en train de massacrer des gens. Il découvre un jour en regardant les infos qu'un tournage du prochain film d'horreur de la saga Child's Play a lieu dans les studios d'Hollywood. Chucky devient dingue. La petite tête reconnaît immédiatement dans les deux poupées du film ses parents et arrive par un concours de circonstances à s'enfuir vers Los Angeles. Il arrive à s'expédier en carton jusqu'au studio de tournage et découvre dans la salle des costumes les deux poupées entreposées. Avec l'amulette de Damballa, qu'elle a gardé comme seul souvenir de ses parents, il lit la formule au dos de celle-ci et réveille dans les poupées les âmes de Chucky et Tiffany. Mais s'il pensait être comblé de bonheur en retrouvant sa famille, ce n'est pas le cas, car il va vite se rendre compte que ses parents sont complètement déments, surtout lorsque, à peine ressuscité, il va les voir en train de décapiter Tony Gardner, le marionnette en chef sur le film. Cependant, un désaccord va avoir lieu concernant le genre de Glenn. En effet, cela étant indéterminable en l'état, Tiffany veut une petite fille, tandis que Chucky veut évidemment que son gamin soit un petit garçon. Au milieu de tout ça, la poupée n'a pas son mot à dire, ne sachant même pas si elle est plus Glenn ou Glenda. Cette drôle de famille s'installe donc à Hollywood, dans le grenier de l'actrice Jennifer Tilly. Étant encore sous le choc de la décapitation, Glenn est apeuré. Pour le rassurer, Tiff et Chucky lui promettent de changer leurs habitudes meurtrières pour donner l'exemple. Voilà une promesse qui va évidemment pas durer très longtemps. Car si Tiffany va faire des petites rechutes dans la tuerie en tentant de le cacher à sa fille, Chucky va enseigner à son fils les joies du massacre. C'est d'ailleurs dans une soirée avec son père que Glenn va être complice du meurtre du paparazzi Pete Peter et de Britney Spears. Ça ne s'invente pas. Glenn est angoissé au milieu de cette famille de fous. Cela commence à réveiller en lui quelque chose de perturbant. Elle, a peur de devenir criminel à son tour. Cependant, le plan de Chucky et Tiff n'est pas juste de vivre à Hollywood, cachés dans la maison de Jennifer Tilly. Ils veulent transverser leurs âmes dans l'actrice et son chauffeur, et avoir un bébé humain pour que Glenn/Glenda puisse se réincarner.
Le plan, qu'on ne va pas écrire ici, ce n'est pas le sujet, se déroule plus ou moins sans problème, mais au moment de l'incarnation, John, l'agent de Jennifer Tilly, entre dans la maison. C'est alors que quelque chose d'inattendu se passe. Alors que Chucky s'approche par derrière pour la tuer, un personnage en robe blanche entre dans la pièce et subitement brûle gravement le visage de John. Ce n'est pas Tiffany, mais bien Glenda, une seconde personnalité de notre poupée complètement sanguinaire. On comprend qu'avec un père comme ça, on peut vite craquer. Mais la police est en chemin, il reste peu de temps à Chucky pour finir le rituel. C'est alors qu'il change brusquement d'avis face à la panique ambiante. Si Tiff veut devenir Jennifer Tilly, Chucky n'a aucunement envie de devenir son chauffeur. Il préfère rester la poupée de sang, le grand tueur de slasher qu'il a toujours été. Tiff, face au danger qu'est Chucky pour son enfant, décide de fuir avec Glenn/Glenda, ce qui rend furieux Chucky. Mais quand la police arrive, les poupées ont disparu, laissant seulement Jennifer Tilly et ses 2 bébés. Mais ce n'est que partie remise, car dans l'hôpital, Tiffany et Glenn/Glenda retrouvent Tilly et ses enfants pour finir l'incantation. Mais alors que Tiff finit son transfert dans l'actrice, Chucky arrive plus furieux que jamais et blesse gravement sa compagne. Nobody leaves me. Nobody. Mais alors qu'elle meurt, Glenn se retrouve contre Chucky. Étant déterminé à venger sa mère et tuer son père, Chucky se prend une tannée par son fils qui l'achève d'un coup de hache, le démembrant complètement. You proud of me now, Daddy? Are ya? Atta boy, kid. Atta boy. Évidemment, ça ne suffira pas à le tuer, il faut bien faire des suites. Heureusement, Tiff a réussi à changer de corps, et l'âme de l'enfant, ne sachant pas de quel genre il veut être, sera divisée en 2, dans le petit garçon de Jennifer Tilly, dans sa petite fille. Glenn et Glenda vont alors vivre comme les autres enfants, ou presque. Car si le petit Glenn est toujours naïf et peureux, Glenda, elle, semble déjà plus violente et semble avoir hérité du comportement un peu fou de son père. Et cela ne va pas s'améliorer avec le temps. Faisons un bond de 18 ans dans le futur. Glenn et Glenda n'ont plus de souvenirs de leur passé, leur passage en tant qu'humains ayant été comme une renaissance pour eux. Néanmoins, ils ont toujours des flashbacks dans leurs rêves qui n'expliquent pas. Ils ne savent pas que Jennifer Tilly n'est pas vraiment leur mère, mais ont toujours voulu s'en éloigner car ils la considèrent un petit peu comme folle. Mais un jour dans le manoir de leur mère, alors qu'elle dort complètement ivre, les 2 jumeaux se faufilent dans sa chambre, ils découvrent Nika, une victime séquestrée par amour par Tiff. Étant un personnage très important, je vous invite à voir la vidéo la concernant sur ma chaîne. Nika leur explique la vérité, aussi absurde que difficile à comprendre. Les 3 décident de monter un plan pour libérer Nika, des jougs de leur mère. Mais alors que Glenn est parti, Glenda se coupe accidentellement le doigt avec un couteau, permettant à l'esprit de Chucky dans Nika de prendre le relais. Il se met alors à parler à la fille en lui expliquant les raisons surnaturelles de sa présence, qu'il est leur vrai père et que leur mère n'est pas celle qu'elle prétend. Cela paraît complètement invraisemblable pour Glenda, qui va être convaincue lorsque Tiff va l'appeler par son surnom Shitface. Glenda est alors mise au courant de la vérité qui plane sur la famille. Et même si elle veut aider Nika à s'enfuir, elle et son père ont un autre plan en commun. Ils reviennent 3 mois plus tard pour fêter l'anniversaire de leur mère, mais toujours dans le but de faire sortir Nika. Leur plan va consister à organiser une grande fête surprise pour Tiffany en invitant plein de ses anciens amis, ce Jennifer Tilly bien sûr, afin qu'elle soit trop occupée pour surveiller sa prisonnière. Pendant cette soirée, Glenda demandera à sa mère qui est Nika Pierce, la déstabilisant. Alors que le reste de la soirée se passe, les lumières sont éteintes par les jumeaux permettant de libérer Nika, mais malheureusement en se salissant avec les mains. Glenda tue en cachette le majordome Jeeves, qui était chargé de surveiller la porte, et Glenn parvient à faire fuir Nika et à déplacer dans une pièce cachée au sous-sol. Cependant, le nouveau système de sécurité de la maison oblige le groupe à changer leur plan. Mais il est intéressant de voir que Glenn et Nika se lient sur le fait qu'ils ont tous les deux l'impression qu'il leur manque une partie d'eux-mêmes, et elle révèle qu'elle connaît leur père Chucky. C'est alors que la lumière se rallume et qu'ils se précipitent vers l'ascenseur. Ils trouvent dedans le cadavre de John Pantoliano, qui a été tué par Jenna Garson, enfin bref, longue histoire un peu absurde. La vue du sang redonne à l'esprit de Chucky l'accès au corps de Nika, ce qui laisse perplexe Glenn, qui se fait assommer par sa sœur. Glenda donne les fameuses prothèses de bras à Chucky, et se dirigeant tous deux vers le hall, Chucky sort alors un pistolet afin de tuer sa compagne, mais il découvre qu'il n'a pas de balle dans le pistolet. Tiffany le gifle, faisant revenir Nika. Lorsque Glenn reprend conscience, il court vers la fête et crie à Nika de suivre la porte dérobée. Alors que Nika roule, Glenn attend pour dire à Glenda qu'il a décidé de rester avec sa mère car elle a besoin d'aide. Bien décidée à s'enfuir avec Nika, elle dit à Glenn de demander à leur mère qui est Jennifer Tilly. Hors de la maison, elle se récupérée par une camionnette conduite par Kyle,
Non, on ne sait pas trop comment Kyle et Glenda ont été mis en relation, mais l'important, c'est que les jumeaux sont séparés. Et si cette soirée paraît confuse à raconter, elle est encore plus à suivre. Glenda, Nika et Kyle se dirigent vers l'école catholique Incarnate Lord, car selon Chucky dans Nika, il y a le moyen de se séparer car leur partage d'âme devient invivable. Pendant ce temps, à la maison des Tilly, Glenn demande à sa mère de lui dire qui est Tiffany, mais elle ne veut pas répondre, énervée contre eux d'avoir fait partir Nika. Plus tard dans la journée, la sœur Jennifer Tilly, Meg Tilly, retourne au manoir pour interroger Tiffany sur elle et ses jeunes années de Jennifer au lycée, et se rend compte que sa sœur n'est plus la même. Lorsque Tiffany sort de la pièce en courant, Meg et Glenn la suivent et découvrent le terrible secret de Tiff. Lorsqu'elle a pris possession de Jennifer Tilly en 2004, l'âne de Jennifer est entré dans la poupée. Tiff se fait passer pour la célèbre actrice et la retient prisonnière dans une cage à oiseaux. Tiff, démasquée, assassine Meg Tilly sous les yeux de sa sœur. Elle décide de révéler toute la vérité à son fils et sort dans un vieux carton la poupée originale de Glenn, son premier corps. Il décide de partir avec Jennifer à la recherche de Glenn en brûlant la maison et toutes les preuves. Durant leur course, Glenda, Kyle et Nika seraient dans un hôtel. Chucky tentera d'utiliser Glenda pour tuer Kyle, mais celle-ci veut surtout aider ses nouveaux amis. Ils entendent à la radio que l'actrice Jennifer Tilly est maintenant recherchée pour son étrange lien avec les multiples homicides survenus dans sa maison, et que par conséquent, les enfants étaient aussi considérés comme fugitifs. En entendant cela, Jennifer, prisonnière de la poupée, décide de prendre la fuite car elle en a l'occasion, mais... Ouais, pas de chance pour elle. Finalement, arrivée à Incarnate Lord, Glenda, Kyle et Nika retrouvent le groupe principal de la série, Devon, Jake, Andy, le père Bryce et le docteur Mixer. Leur plan pour libérer Nika du tueur en elle est d'utiliser un autre Chucky en poupée, de pratiquer un exorcisme pour faire disparaître le tueur en lui, puis de faire passer dans la poupée, de nouveau vide, le Chucky de Nika. Durant l'opération, Glenda les aide et protège même Lexi en tuant la complètement folle Sœur Ross. Après avoir tué ce qui pensait être le dernier Chucky, Glenda est devant l'école avec Nika enfin libérée. Mais c'est alors que Tiff et Glenn débarquent en voiture et les retrouvailles sont émouvantes, alors que Glenda annonce que leur père est enfin mort. C'est alors que Nika sort un flingue et le pointe vers Tiff, l'ultime vengeance pour toutes ces horreurs qu'elle a fait subir, mais au moment de tirer, Glenn s'interpose entre les deux et se prend la balle. Glenn est donc hospitalisé à l'hôpital de Hackensack, probablement proche de la mort. Glenda, terriblement attristée, ne voit plus qu'une solution. Pour cela, elle va avoir besoin de l'aide de sa mère. Le lendemain, Tiff entre par effraction dans l'hôpital en se faisant passer pour le médecin en chef et rejoint Glenda avec sa valise. Celle-ci contient un livre de vaudou et la poupée originale des enfants. Elle pratique un rituel pour recomposer l'âme de Glenda et Glenn pour qu'elles puissent être à nouveau complets. Quelque temps après, la poupée, de nouveau elle-même, se renomme JJ, connaissant enfin son identité et qui elle veut être. Libérée de toute cette longue histoire existentielle, JJ décide de partir en Angleterre. Quel happy ending. Eh bien, bien que JJ soit apparu dans un film et une saison, son histoire est une des plus complètes de la franchise et elle est chargée en émotions. Le personnage se révèle en effet plein de personnalités et de facettes, très différentes de ses parents. Ces personnalités, c'est d'ailleurs ce que nous allons voir plus précisément tout de suite. Le plus facilement remarquable avec la personnalité de JJ est son contraste assez étonnant avec celle de ses parents. JJ est en effet au premier abord pacifiste, peureux et surtout très gentil. En effet, JJ fait de nombreuses crises d'angoisse face à des actes violents, ce qui transparaît par un toc à l'œil et une tendance à se faire dessus. Il est aussi curieux et amusant de savoir que durant ses 8 premières années, JJ apprendra la langue japonaise ainsi que l'art du karaté. Konnichiwa, Oko-san, Oto-san. Persuadé d'être japonais pour la simple raison qu'il est écrit Made in Japan sur son bras, de même que pour Chucky. Même si la poupée Bravga a été fabriquée dans les usines Playpal situées à Chicago, mais bon, passons sur cette petite incohérence, ok. Toutefois, JJ cache depuis toujours une face plus sombre, faisant fréquemment des rêves où il assassine des gens. Sa seconde face, qu'on pourrait appeler son côté Glenda, est-elle plus violente et rappelle les instincts meurtriers de notre drôle de famille. En réalité, à l'exception de Chucky, et encore, les seuls meurtres commis par notre personnage est toujours sur l'identité de Glenda.
le versant plus violent et meurtrier de l'UL. La notion de double personnalité est tout de même plus complexe car ce n'est pas exactement ça. Ce serait plus une dysphorie de genre que réellement deux personnalités. JJ ne sait effectivement pas lui-même si c'est un garçon, une fille, les deux ou aucun des deux. Et elle sera donc les deux après Seed of Chucky. Mais séparer sa personne ne s'avérera pas être une si bonne idée. Car même après cela, Glenn et Glenda continueront à vivre un mal-être n'ayant au fond d'eux pas l'impression d'être complets. En effet, Glenn et Glenda, qui seront chacun dits non-binaires et fréquenteront tous les deux le même garçon nommé Paul, se sentiront en effet toute leur vie que partiellement eux, pour finalement à la fin comprendre et trouver une nouvelle manière d'être vraiment qui elle veut être. It's me. Le caractère en apparence très différent de Glenn, gentil et discret, et de Glenda, violente avec une grande répartie, peut aussi souligner que nos contradictions intérieures ne sont pas incompatibles. Le second thème principal relatif à la personnalité de JJ est l'héritage familial. En effet, l'inquiétude principale de notre personnage durant le 5e film est sa peur de devenir un tueur comme ses parents. C'est pour cela qu'on note autant de références à Psychose, comme ici, et ici aussi, Blood and guts. I'm not like that at all. I wouldn't even hurt a fly. Oh, I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. et à d'autres moments. En effet, Norman Bates a une mère un petit peu spéciale et a peur, entre guillemets, de lui ressembler. Le parallèle va même plus loin, mais je ne spoilerai pas Psychose, ceux qui l'ont vu auront aisément compris. La peur de décevoir autant que de ressembler à ses parents est principale chez notre pauvre enfant. En résumé, JJ se sera cherché toute sa vie, ayant grandi sans ses parents, puis en essayant de les fuir. Yale aura finalement trouvé sa place dans le lore de Chucky et aura permis à plein de fans de se projeter dans la poupée. Mais JJ, ce n'est pas juste un personnage de plus dans la saga de Chucky. Pour finir, voyons donc la signification du personnage dans un contexte plus large de l'univers de Chucky, voire du cinéma. En premier lieu, il est intéressant de rappeler que le nom de Glenn et Glenda fait référence au film culte, si on peut dire, Glenn or Glenda de Ed Wood, proclamé pire réalisateur de tous les temps. Il s'agit d'un film sorti en 1953, racontant l'histoire d'une personnalité née garçon, mais s'habillée en fille. Le film était assez opportuniste et surfait sur la très médiatisée et controversée pour l'époque changement de sexe de Christina Jorgensen. On voit bien que par cette référence, qui parlera surtout aux fans de nanar, son apparence rappelant les personnages non conformistes de Tim Burton et des nombreux clins d'œil à Psychose, que JJ puise dans les représentations queer du cinéma avant d'en devenir une référence lui-même. On pourrait également citer Band, qui a plusieurs fois mentionné et dont les clins d'œil parsèment l'épisode 4 de la saison 2, Death and Daniel, l'épisode marquant le grand retour des enfants dans la série. Un autre nom extrêmement important allié à JJ pour comprendre la gestation de son personnage est John Waters. Alors, nous ne nous pencherons pas sur John Waters car parler de ce mec en général ajouterait bien 1 heure à la vidéo. Nous resterons donc très proches de Chucky. John Waters est un acteur américain qui, bien qu'il ait fait certains films classiques, est connu pour ses projets atypiques et underground, mettant notamment en scène la drag queen la plus célèbre du cinéma, Divine. C'est le minimum que l'on peut dire sur ce personnage, sans trop s'enfoncer dans ce taille de lapin, que sont les œuvres artistiques de John Waters. Sa fascination pour les personnages marginaux et décalés a fait qu'il s'est particulièrement impliqué dans Seed of Chucky. Il est clair que le film lui correspond et que certaines idées viennent de lui, notamment en ce qui concerne le personnage de JJ. Oh, I think there'll be a Chucky 6-7. I think one should be a musical. I think they were talking about Chucky Goes to Hawaii. It could be Around the World with Chucky. Chucky fights Jason and Freddy, and then Gorgo, and, you know, all of them. The Hulk could keep going until he took over the world. It was the end of the world, and it was only Chucky. And I'll pay to see every one of them right to the end. Le design final de JJ vient en effet des différents désirs de Don Mancini et probablement de John Waters. L'idée de représenter un ado mal dans sa peau à cause de sa façon différente de se voir et de voir le monde. Une situation probablement connue et vécue pour eux deux en fait. Il a donc été décidé de représenter ce mal-être par des traits anguleux, de la couleur, de la coupe de cheveux, des vêtements, des yeux qui auraient pu être Véron, rappelant David Bowie, peut-être la figure androgyne et atypique la plus célèbre du monde,
Tony Gardner a pondu 8 designs différents pour la poupée, sans compter son apparence féminine. Pour l'interprétation, JJ a été joué en tout par 2 acteurs, surnommés Christina Henwitt et Bin El Balawi, qui jouent les personnages enfants à la fin du 5e film. Ces 2 acteurs sont Billy Boyd et Lashawn Watson. Billy Boyd prête uniquement sa voix à la poupée, donc on pourrait dire la voix complète de JJ, et je ne dis pas ça en l'air, parce qu'à la fin de la saison 2, on a le droit à un caméo vocal de Boyd alors que Glenn et Glenda se réunissent dans leur poupée. England. Definitely. I want to explore my roots. Il apporte au personnage un air de son propre avis inquiet et incertain. Cependant, le nouveau visage de JJ est aujourd'hui l'actrice Lashawn Watson. Âgée de 23 ans, Watson est une personnalité non-binaire connue pour son rôle dans les nouvelles aventures de Sabrina. Et elle joue le rôle de Glenn et Glenda en même temps et l'effet est saisissant. C'est presque imperceptible de voir la supercherie dans la série. Et elle ajoute à JJ sa non-binarité, une façon intéressante pour le personnage d'interpréter sa séparation d'âme. En conclusion, nous avons vu que le personnage de JJ est, malgré son peu de temps de présence, très riche thématiquement et baigné de références au cinéma et aux figures culturelles qu'on pourrait dire LGBT. Un personnage qui touche particulièrement les fans grâce à ses problématiques actuelles d'une part, mais qui, à échelle plus large, parle et représente tous ceux qui se sont à un moment donné sentis différents. Je pense qu'il y a une façon métaphorique de voir la quête identitaire de JJ, voulant à la base simplement découvrir ses origines, ou plus largement comprendre qui il est. Ce qu'elle va découvrir va la terrifier. Et il va craindre quelque chose qui est inscrit en lui et qui ne peut refouler. Il cherchera à l'oublier, mais ce déni n'entraînera chez lui que mal-être et dégoût. C'est finalement en affrontant ses peurs que JJ pourra devenir ce qu'elle veut et être fière. J'espère que cette analyse est pertinente, mais cette histoire, qui pourrait simplement être vue comme la relation entre JJ et Chucky, peut se révéler être une grande métaphore de la quête identitaire d'une personne se sentant différente. Une quête que finalement tout le monde, à différents niveaux, consciemment ou non, à différents âges, a déjà vécu. Si jamais vous êtes dans cette situation, bon courage à vous. Mais si une poupée aux relations parentales plus que compliquées a réussi à être heureux, alors c'était possible. Yeah, well, you never told us the truth either. About who we are, where we come from, how we're supposed to feel about it. I mean, our own parents, and you took who we are away from us. Glenda. That's not my question, Dad. All I really want to know is why. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore de l'avoir vue jusqu'au bout. Alors, petite précision, cette vidéo, elle a été écrite pendant tout 2023. La voix off a été enregistrée en été 2024 et la vidéo a été entièrement finie en novembre 2024. Ça s'est étalé sur une très longue période pour des raisons personnelles et pour d'autres raisons. Une fois finie, je voulais plus la sortir. Finalement, je m'y résous, je la sors, même si, prenez en compte que du coup, certaines tournures de phrases ont été écrites il y a longtemps, je les aurais plus fait pareil aujourd'hui. Je suis quand même content de la vidéo, ça me paraissait important d'aborder certains trucs sur JJ. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire d'autres de façon un peu plus régulière, même si voilà.